C'était une rumeur, lointaine, un cycle de l'info parmi d'autres. Elle s'arrêtera à la frontière. Trop tard. Ici, la rumeur s'amplifie encore. Des sirènes d'ambulance, des hélicoptères survolant la ville. La rumeur court, la rumeur est là, dans l'hôpital du quartier, dans la rue, à l'étage du dessous. Pour la plupart des Français, tout ça, c'est resté lointain. Et puis, traumatisé ou pas, il y a un pays à faire tourner. Nous, Européens, ne laisserons pas une crise financière et économique se propager. Il paraît que la rumeur pourrait revenir. Mais bon, c'est du conditionnel, et ce qui compte maintenant, c'est la relance. J'ai cherché à comprendre la stratégie de l'après-confinement numéro 1, de comprendre la vision, l'objectif, de deviner le monde du tout de suite après selon le pouvoir du maintenant. Pour comprendre cette vision, j'ai lu la note 57 du CAE, écrite notamment par deux économistes assez proches de Macron, et un autre un peu moins proche. La note commence par « Le confinement combine choc d'offres et de demande ». Mars 2020, la priorité c'est que la crise sanitaire et économique ne provoque pas de crise financière et sociale par-dessus, ou du moins pas trop. Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Partout, il y a eu le même genre de programme sous différentes formes pour éviter que les populations ne tombent dans la misère. Beaucoup de pays ont augmenté ou élargi les droits au chômage, d'autres ont envoyé des chèques ou de la nourriture, d'autres encore ont reporté des impôts ou diminué des taxes, et là où rien d'autre n'était possible, il y a eu des reports de factures d'eau ou d'électricité. Bref, chaque pays a trouvé le moyen de faire parvenir de la thune à sa population. En France, les mesures prises ont permis de faire que les revenus des ménages diminuent de seulement 5% à la sortie du confinement, contre 30% pour les revenus du pays. Donc il y a vraiment eu un transfert massif pour compenser cette perte des ménages. Au point où, selon ce graphe, la plupart des Français avaient au final plus de thunes sur leur compte en banque à la fin du confinement qu'au début. Mais seulement la plupart, parce qu'on voit clairement que les 20% des Français les plus pauvres sont sortis du confinement dans une position financière affaiblie. Enfin là, je parle comme un économiste, mais ce que ça dit clairement, c'est qu'il n'y a que les Français les plus pauvres qui se sont vraiment appauvris au début de la pandémie. Les autres ont bénéficié des mesures de chômage partiel et des aides de l'État pour limiter les pertes de revenus. Pour les entreprises, la note explique qu'une double menace pèse. La demande, leur solvabilité. Une entreprise, c'est des personnes avec un savoir-faire, un matériel qui fonctionne, une liste de fournisseurs, des clients. Chaque chose a une certaine valeur économique, mais c'est quand tout est dans une même organisation que ça produit vraiment quelque chose. Sinon, il y a juste un bâtiment vide, des personnes sans emploi et des fournisseurs qui vont eux aussi avoir des problèmes de demande au bout d'un moment. L'idée en temps de crise, c'est justement de ne pas perdre cette valeur parce que le monde change radicalement pendant quelques mois. Et il faut aider rapidement parce que, comme pour les ménages, la plupart n'ont pas de trésor sur leur matelas. En fait, la plupart ont surtout des dettes, des charges fixes et des loyers. Et la solution, là aussi, c'est de balancer de la thune un peu partout et de voir ce que ça donne plus tard. C'est ce que le gouvernement a fait, notamment avec les prêts garantis par l'État. Beaucoup d'entreprises ont sans doute bénéficié d'aides pour finalement fermer dans les mois qui suivent. On commence à le voir aujourd'hui, et c'est sans doute pas fini. Mais plus ça dure et plus certaines questions commencent à se poser. Faut-il continuer d'aider des entreprises de croisière touristique par exemple? Comment et pendant combien de temps encore? Est-ce que ce sont des entreprises et des emplois déjà condamnés pour les 2 ou 3 prochaines années? J'imagine que personne ne le sait vraiment. La crainte, c'est que beaucoup d'entreprises soient un peu dans ce cas-là, et que beaucoup vont fermer dans les mois à venir après avoir été aidés. Pour résumer, les mesures d'urgence ont globalement fonctionné. L'impact économique du Covid pour beaucoup de Français est resté limité pendant les premiers mois, et les entreprises ont été aidées au point que le nombre de faillites était inférieur à la normale. Le 8 juillet 2020, les économistes qui ont conçu cette note font 8 recommandations pour que les choses aillent mieux dès 2021. Mais ils précisent bien, sauf nouvelle vague épidémique. Les problèmes de choc, de l'offre et de demande devraient disparaître. La possibilité de faire une relance économique semble donc conditionnée à une absence d'épidémie. Le plan de relance du gouvernement est arrivé en septembre, avec un plan à 100 milliards d'euros, dont 40 milliards d'euros de contributions européennes. Ce plan divise 100 milliards en 3 parties. On va voir ça sur un dessin. Point de vue, quantitatif, vous avez bien raison, c'est la cible. Hein. Une économie un peu plus décarbonée, un peu plus localisée. L'idée, c'est d'avoir une vue globale de l'ensemble des informations qu'on est en train d'échanger. On peut regarder sur le dessin de Jean Castex qui nous explique qu'il y a 3 grandes catégories: écologie, compétitivité, cohésion. Et donc dans ce dessin-là, il y a plein d'autres choses, il y a plein de couleurs notamment, il y a du bleu, du blanc, du rouge, on voit aussi du vert, beaucoup de vert, avec des mots comme justement écologie, comme attractivité fiscale, comme souveraineté,
il y a un drapeau européen aussi. Enfin, il y a vraiment un peu de tout pour tout le monde. Et ce qui est intéressant dans un truc comme ça, c'est que quand tu as 100 milliards, forcément, tu peux viser assez large et faire pas mal de choses pour différents groupes de personnes. Et d'ailleurs, je vous encourage, si vous voulez, à aller voir la liste des mesures, où vous verrez, il y a forcément quelque chose qui vous concerne de près ou de loin. Par contre, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir à quel point toutes les flèches convergent vers un objectif, retrouver l'activité d'avant la crise en 2022. L'autre truc aussi, c'est qu'il manque quand même quelques termes. Par exemple, il n'y a pas le terme pauvreté, et puis il n'y a pas un deuxième terme, deuxième vague. Pourtant, une récession d'ampleur cause de la pauvreté, et c'est le cas aujourd'hui. Une grande partie du plan de relance met en avant des programmes de travail, d'insertion des jeunes. Le problème, c'est que la cause de cette récession est assez précise. Un choc d'offres et de demandes causé par un virus et des fermetures d'industries entières difficilement prévisibles. Qui peut assurer que les écoles seront ouvertes dans 4 mois? Est-ce que les bars et les restaurants seront ouverts dans 30 jours? Et quand est-ce que reprendra le tourisme international? À chacune de ces réponses, il y a des milliers d'emplois qui existent ou non. Et dans ces conditions-là, il semble quand même assez difficile de garantir une relance économique autant basée sur l'emploi. Après, pour ne pas être injuste, il faut quand même préciser que si le terme pauvreté n'est pas dans le dessin du plan, il y a quand même quelques mentions dans le détail des mesures. Mais les aides dirigées vers les mesures anti-précarité et la pauvreté représentent moins d'1% du plan de relance quand on enlève les mesures qui visent justement à soutenir l'emploi. Nos fondamentaux, c'est la lutte contre la pauvreté par le retour à l'activité et le travail. Et plus on augmente de manière unilatérale tous nos minima sociaux, et on ne les rebaisse jamais après, plus on rend difficile le retour à l'activité. C'est ce qu'on a constaté, et c'est aussi pour ça que j'assume, il y a quelques mois, d'avoir massivement et historiquement augmenté la prime d'activité au niveau du SMIC de 100 € par mois. Ce plan de relance et ces quelques mots d'Emmanuel Macron ont fait réagir une économie spécialisée de la pauvreté, Esther Duflo. Le président a annoncé une prime ponctuelle, quelques centaines d'euros au maximum pour une famille une fois. Il faudrait revaloriser le RSA beaucoup plus largement, s'appuyer sur l'APL pour donner un revenu pour les jeunes. En tout cas, pour les mois à venir, peut-être même un an à venir, jusqu'à ce que la situation du virus s'améliore. Il y a une très très grande peur dans ce gouvernement, et le président l'a rappelé. Augmenter les minima sociaux conduirait à une réduction de l'activité parmi les précaires. Il a dit une phrase qui m'a étonnée, qu'il l'a constatée. Je ne sais pas où ils ont pu le constater. Toutes les études dans le monde entier, y compris les études qui ont été faites du programme américain CARES, qui donnait 600 $ par famille pour les gens qui étaient au chômage pendant l'épidémie, ont montré qu'il n'y avait aucun effet décourageant sur le travail de garantir à ceux qui n'avaient pas d'emploi un revenu plus important. C'est important ce que vous dites, Esther Duflo, parce que c'est vraiment l'argument qu'a employé le chef de l'État. Augmenter les minima sociaux, on ne sait jamais revenir en arrière, et ça décourage de reprendre un emploi. Ça n'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire, il n'y a absolument aucune donnée qui nous montre dans le monde entier. Dans les pays pauvres, dans les pays riches, on a maintenant des dizaines d'études tout à fait rigoureuses qui le montrent. Il n'y a pas d'effet décourageant sur la reprise de l'emploi. Au contraire. Après, il y aurait des dizaines d'autres critiques à faire. Plan de relance critique. Donc pour certains, c'est trop dirigé sur les entreprises, pas assez sur le secteur public. Donc ça, c'est par exemple LFI. Et donc du coup, que ça va pas forcément marcher à cause de ça. Il y en a d'autres qui disent qu'il n'y a pas assez de contrepartie sociale et écologique. C'est la même personne d'ailleurs. Du côté de la gauche, les critiques, c'est plutôt que c'est trop orienté sur les entreprises et pas assez orienté sur le secteur public ou les personnes. Enfin, il y en a d'autres qui disent que il n'y a pas assez de garanties sociales ou pas assez de garanties surtout écologiques aussi. Il y a d'autres critiques qui sont plus dans le genre, ça fait beaucoup d'argent quand même, et comment est-ce qu'on va repayer? Parce qu'il n'y a pas d'augmentation d'impôts de prévu, c'est plutôt le plan de relance prévoit des diminutions d'impôts de production, donc sur les entreprises. Et puis enfin, il y a aussi, c'est beaucoup de dettes, et qui va payer la dette? Comment? Est-ce que ça va pas être un espèce de piège dans le futur, ce plan de relance qui coûte aussi cher? Donc ça, c'est plutôt des critiques du côté de la droite. Il y a Challenge, par exemple, qui se dit, mais est-ce qu'un plan de relance de 100 milliards d'euros qui est axé quasiment exclusivement sur l'offre plutôt que sur la demande, est-ce que c'est vraiment la bonne option? Il y a les Échos aussi qui se demandent si, au final, le plan de relance serait pas déjà obsolète juste 2-3 mois après. Et bon, c'est vrai que quand même, deuxième confinement. Voilà. Mais même si ce plan de relance se fait critiquer et est critiquable, il y a quand même une sorte de consensus quelque part. Les mesures d'urgence, d'aide aux entreprises et la relance ont le mérite d'exister et de prendre l'ampleur de cette crise au sérieux. Tous les pays avec un gouvernement capable de mettre au moins un pied devant l'autre ont un plan de relance.
Parce qu'entendre un entrepreneur qui vous dit, voilà, l'aéronautique, ça coule, le transport aérien, il n'y en a plus, des avions, on n'en vend pas un seul. Eh bien, je fonce, c'est ça la bonne attitude. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Maintenir de l'énergie, maintenir de l'envie. Et se dire que c'est dans ces moments de crise qu'il faut se donner les moyens de continuer à investir. C'est dans ces moments de crise qu'il faut s'interroger sur son processus de production pour se demander comment l'améliorer. C'est dans ces moments de crise qu'il faut profiter de l'argent de l'État. Croyez-moi, ce n'est pas tous les jours qu'un ministre des Finances vous dira « Vous avez besoin d'argent, je vous en donne ». Après, que ce soit via de la dette, un effacement de dette ou autre chose, quand quelqu'un dit relance, il faut comprendre agir aujourd'hui pour que demain soit mieux. Et ça demande quand même au minimum de l'optimisme. Ce qui est un luxe. Parce que en avril, dans cet épisode, Marino s'inquiétait déjà de l'impact du virus dans le monde, et notamment dans les pays du Sud. Malgré la relative jeunesse de la population, et puis la mise en place de mesures sanitaires assez strictes, certains pays ont été gravement touchés. C'est le cas, par exemple, des pays d'Amérique du Sud. Beaucoup étaient déjà en crise avant le virus et se retrouvent aujourd'hui dans des positions où l'optimisme n'est plus vraiment possible. Beaucoup d'écoles sont fermées depuis des mois, souvent sans possibilité même de cours à distance. Les estimations de la Banque mondiale montrent qu'après des années de réduction de la pauvreté, l'impact va être très important et très négatif cette année. Des dizaines de millions de personnes supplémentaires risquent d'être en situation de pauvreté extrême. Il est possible de voir déjà comment ça fragilise de nombreux gouvernements et entraîne des mouvements de révolte, comme au Nigeria par exemple. C'est un des aspects qui a été un peu oublié dans beaucoup des discussions sur le monde d'après. Dans ce repli sur soi général, il est aussi facile d'oublier que le monde d'après concerne justement tout le monde. Cette hausse de la pauvreté, c'est possiblement aussi des mouvements de migration très importants, des tensions internationales renforcées et des événements qui sont encore aujourd'hui pas prévisibles. Ce que le cas français montre, c'est le paradoxe de cette crise, la relation particulière avec l'optimisme et le pessimisme qu'elle demande. Il faut être optimiste pour vouloir stabiliser et relancer une économie, mais il faut aussi être assez pessimiste pour que cette relance ne soit pas faite au détriment de mesures permettant de ralentir, voire d'éliminer la propagation de ce virus. Et c'est là que le plan de relance échoue, ou plutôt n'a pas fonctionné. Contrairement à la note de juillet, à aucun moment ce plan de 100 milliards ne considère de deuxième vague. Il parle du confinement au passé, on aurait pu imaginer qu'il y ait différents scénarios, qu'ils incluent des mesures pour ralentir les virus, mais non. En voulant arriver trop vite au monde d'après, on oublie que jusqu'à preuve du contraire, nous vivons bien dans le monde du pendant. En espérant que ça ne dure pas trop longtemps. Bon, après, c'est un sujet assez difficile et il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas abordées, qu'on n'a pas trop creusées non plus, donc on va être en direct sur Twitch juste après la publication de cet épisode, et si vous voulez nous y rejoindre et discuter, on vous attend. C'était Stupid Economics. Sur ce... Vous devez vous développer. C'est maintenant que vous devez penser à vous développer, à grandir, à profiter, à développer vos salariés, à embaucher, à employer partout, sur tous les territoires de France, et vous verrez d'ici 2 ans, votre liberté fera la puissance et la réussite de la France. Merci à tous, vive le big, vive les entrepreneurs et vive la France!